Mesdames et messieurs, il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de ce journal. Grève illimitée des transports routiers. À la Patte d'Oie, le mot d'ordre a été respecté. Situation tendue au marché Grand Yoff. Les marchands ambulants en passe d'être déguerpis attendent de pied ferme les autorités. Le président Macky Sall reçu ce mardi au Vatican. La situation en Afrique de l'Ouest a été au cœur des discussions. Les autorités sanitaires rassurent, le Sénégal est bien outillé pour se protéger de l'épidémie d'Ebola. Une rencontre liée sur la communication de la maladie s'est ouverte à Dakar dans un contexte de préparatifs du 15e sommet de la francophonie. Peut-être le début d'un long parcours couronné de succès sur la scène musicale. Marema, la chanteuse sénégalaise, a remporté avec brio le prix découverte RFI 2014. Et puis à suivre en fin d'édition le dossier économie du jour. Voilà le sommaire, les développements, c'est dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bonsoir Sarah. Chartidiane Diao, bonsoir. Grève illimitée des transporteurs routiers à la Patte d'Oie. Les camions gros porteurs ont respecté le mot d'ordre. Ils sont décidés à ne pas baisser les bras, en tout cas, et pour cause. Ils comptent sur les vendeurs de pastèques plutôt, eux, s'inquiètent déjà et pour cause. Ils comptent sur ces transporteurs pour recevoir leurs marchandises. Ils risquent donc de perdre leurs principaux fournisseurs, Maïmouna Ndiaye, Thierno Laurent Mendy. Ibrahim Tchao est informé de la grève illimitée des transporteurs routiers alors qu'il était en pleine brousse, un mot d'ordre qu'il compte suivre jusqu'à nouvel ordre. La route n'est pas bonne dans certaines zones, elle est même rétrécie. Vous voyez, je n'ai pas encore déchargé ma marchandise, je soutiens le combat. Le pesage a laissé la hausse du carburant, les tracasseries policières sur la table des autorités. Ce camionneur se désole. Nous ne pouvons plus supporter ce calvaire. Nos conditions de travail sont très dures. À côté, les vendeurs de pastèques soutiennent les gros porteurs car cela y va de leur intérêt. Vous voyez, je n'ai même pas de marchandises. Mon fournisseur n'est pas venu ce matin à cause de la grève. Cette grève ne nous arrange pas parce que les transporteurs sont nos principaux fournisseurs. Je pense qu'il faut trouver un terrain d'entente. Pourtant, les transporteurs routiers avaient sonné l'alerte et voulaient observer une grève le 3 septembre dernier, mais un accord a été finalement trouvé. Déguerpissement en vue des marchands ambulants du marché Grand Yoff. Ces derniers disent attendre de pied ferme les autorités. Selon ces marchands ambulants, Sarah, la mairie doit procéder à des négociations pour tenter de trouver une solution à l'amiable. Reportage sur place signé Salimata Aoussek et Thierno Laurent Mendy. La tension est toujours vive ici au marché Grand Yoff. Après la sommation de la mairie, ces marchands déclarent être prêts à en découdre. Nous, présentement, nous ne reculons devant rien. Que les autorités assument toutes leurs responsabilités. On est prêt à mourir. S'ils sont prêts, ils n'ont qu'à venir. Pendant 3 jours, ces marchands ambulants passent la nuit au marché pour ne pas être déguerpis par surprise. Jusqu'au 5 décembre, on va passer la nuit au marché. On ne sait jamais. La mairie peut agir à tout moment. On les attend, on ne va pas se battre avec eux, mais ils doivent nous laisser travailler. Ces vendeurs interpellent le président Macky Sall car ils veulent gagner leur vie honnêtement. Macky Sall doit réagir avant que ce problème prenne une autre tournure. On veut travailler et gagner honnêtement notre vie. Ces marchands ambulants veulent des négociations avec les autorités pour trouver une solution au lieu de leur mener la vie difficile.
Les mémoires d'Abdou Diouf font les choux gras de la presse sénégalaise. Sarah, ce qui nous pousse à nous intéresser à cette œuvre autobiographique rédigée par une personnalité. Autobiographie ou confession, autant de définitions attribuées aux mémoires du président Diouf par des professeurs interrogés par nos reporters. Ces derniers en ont profité pour revenir sur le sens de cette production. Fatima Taba. Les mémoires du président Abdou Diouf au cœur de tous les débats. En quoi consiste cette production? Quels en sont les contours? Ces professeurs apportent des éclairages. Un mémoire, donc, c'est un texte autobiographique dans lequel une personnalité évoque les grandes étapes de sa vie, mais en rapport avec des événements qui ont marqué son temps, son pays, son époque. C'est le rapport à une durée qui s'est écoulée dans l'histoire individuelle de quelqu'un. Et cette histoire, il veut la récapituler. Il veut la refaire revivre par un coup d'œil qu'il jette derrière lui. Tout le monde peut écrire ses mémoires, mais il est beaucoup plus intéressant quand c'est l'œuvre d'une personnalité. Le mémoire ne mérite ce titre que parce que vous avez eu des fonctions remarquables. Vous avez été un chef d'État. Vous avez été, par exemple, le président Lamine Gueye a écrit ses mémoires. Birago Diop a écrit La Plume raboutée. Écrivain, diplomate. Et donc, quand vous pouvez écrire votre biographie personnelle, mais il faut toujours vous dire quel intérêt le lecteur a à lire ce que vous êtes. On s'adresse à eux avec l'idée qu'on peut et qu'on doit les intéresser. C'est une sorte de reddition des comptes devant un peuple qu'on a gouverné, par exemple, mais c'est en même temps une manière pour le sujet de se mettre devant eux et de leur dire voilà ce que j'ai fait. Une personnalité qui fait le récit de sa vie au terme de plusieurs années de travail n'est pas chose nouvelle. Les mémoires du président Diouf pouvaient attendre, selon ses observateurs, la polémique qu'ils ont créée pouvait être évitée dans ce contexte de sommet de la francophonie. Et depuis quelques jours, quelques extraits de ces mémoires de Abdou Diouf sont publiés dans certains quotidiens appelés Bonnefeuille. C'est tout le livre qui est publié. Elle ressemble plus à de la malhonnêteté intellectuelle et du pillage, selon l'éditeur de la librairie Harmattan. Il a rencontré Adi Atala et Alioune Diagne. Leur reportage. La publication du livre Abdou Diouf Mémoire, à peine annoncé, des lecteurs font le tour des librairies, grâce aux Bonnefeuilles parues dans certains supports médiatiques qui ont été d'un grand apport. C'est une sorte d'amuse-bouche qu'on utilise pour lancer un ouvrage. Et généralement, parfois c'est avant même l'apparition du livre que les Bonnefeuilles sont mis à la disposition des journalistes. Le publie les Bonnefeuilles d'une œuvre qui veut, selon Dr Abdoulaye Diallo, le procédé requiert certaines règles. Normalement, un journal n'a même pas le droit d'utiliser un fac-similé d'un livre et de le publier sans l'accord de l'éditeur. Un journal qui fait ça risque en fait des poursuites judiciaires. Pourquoi? Parce que c'est une violation pure et simple de la propriété intellectuelle. Le directeur de la librairie Harmattan déclare en outre que ce qui se fait généralement est assimilable à du faux. Tout organe de presse a en son sein un service juridique qui doit baliser ce qui doit être fait et ce qui ne doit pas être fait. Mais malheureusement, pour eux, ce qui les intéresse, c'est vraiment de faire le buzz, de faire la une. C'est ce qui explique, par exemple, le livre que nous avons vu avec le colonel Abdoulaye Aziz Ndaw. Je pense que l'auteur s'était entendu avec un des organes de la place pour sortir les Bonnefeuilles. Nous, libraires, nous n'avons jamais pu avoir le livre. Mais bizarrement, quelques jours après, le livre s'est retrouvé sur Internet intégralement, sans l'aval de l'éditeur. La publication des Bonnefeuilles, comme elle peut être avantageuse pour l'éditeur et l'auteur d'un ouvrage, elle peut également donner l'effet contraire. Tout dépend du respect ou non des lois qui régissent celle-ci. Adi Atala, le président Diouf, raconté par deux anciens proches. Il s'agit d'Abdou Salam Khan, premier responsable du journal du Parti Socialiste, et Iba Gueye, chargé de communication à la primature. Ils ont rencontré nos reporters Ibrahima Kamara et Diafaraba. Ils sont journalistes, anciens grands reporters ayant côtoyé le président Abdou Diouf.
Des décennies durant lesquelles ces hommes de presse ont suivi pas à pas l'actuel secrétaire général de la francophonie. Iba Gueye l'avait surnommé l'homme de Taïf lors du sommet de l'OCI. Les billets qu'il faisait à la RTS servaient d'écho au président Abdou Diouf sur les attentes des populations. Sa première tournée, c'était le Sine Saloum, parce qu'il a été son premier poste, c'était gouverneur de la région de Sine Saloum. Il fait ça d'abord la maîtrise du terrain. Il a été gouverneur du Sine Saloum, donc il maîtrisait très bien le terrain. Il était à l'écoute vraiment des populations. Je l'ai surnommé l'homme de Taïf. Le président Diouf a répondu vraiment au nom de toute la Oumma islamique. Et c'était fantastique. Là également, même scénario, il y avait 2 heures ou 3 heures de décalage. J'ai dit à Mbaye Sidi Mbaye, bon, je vais tout faire passer le président Diouf en direct. Abdou Salam Khan nous parle des bonnes feuilles de mémoire du président Abdou Diouf publiées dans la presse ces derniers jours. Ce n'est pas Abdou Diouf qui a dit que voilà, c'est Colin qui l'avait incité à être discourtois à l'endroit de Niass. C'est Niass. Abdou Diouf a dit, Niass est venu me dire que c'est un tel. Voilà. Abdou Diouf a dit que Khassimou aurait dit, oui, Dieu lui-même n'a pas fait pour moi ce que... Il ne nie pas que Diouf a fait beaucoup, mais de lier ça à Dieu, bon, pour nous autres musulmans, c'est un peu beaucoup, je dirais. Le président Abdou Diouf regorge de principes qui ont fait de lui un leader exemplaire, selon ces journalistes qui l'ont suivi depuis ses débuts. Ibrahima Kamara, merci. Cette information qui vient de nous parvenir, la manifestation du Parti démocratique sénégalais du 21 décembre prochain a été autorisée suite à une rencontre avec le préfet de Dakar. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Le président Macky Sall reçu ce mardi au Vatican. La situation en Afrique occidentale sera au cœur de l'entretien. Tout à fait, cher Tidiane. Un entretien plein d'enjeux selon l'Église catholique. Écoutons à ce propos les explications du père Moïse Latir Diatta, spiritain de la congrégation des pères du Saint-Esprit. Il est au micro de Fatou Kinedem et Tierno Laurent Mendy. Le pape, c'est quelqu'un qui est très ouvert, bien expérimenté, et si vous me permettez du terme, c'est le chef des chrétiens du monde entier. Et donc, je pense que Macky Sall va recevoir de lui des conseils qui auront un impact sur ces questions virulentes. Entre autres, ce qui s'est vu au Burkina Faso, le chef de l'État a contribué pour le maintien de la paix, qu'aujourd'hui tous les Burkinabés saluent. La question de la Casamance, nous tous aussi, nous avons remarqué que depuis que le chef de l'État est au pouvoir, il y a une accalmie, et tout le monde le souhaite, parce que cela nous touche tous les Sénégalais. Et aussi pour l'Ebola, moi j'ai été en mission en Guinée, je suis doublement touché quand je me rends compte que les fidèles que j'ai laissés en Guinée sont dans cette souffrance. C'est vraiment tout le monde qui est concerné. Nous souhaitons que son pontificat continue dans ce sens parce qu'il veut apporter une révolution pour le monde entier. Entre autres, le dialogue interreligieux. Le pape y tient. Et surtout, son œuvre pour la paix à travers le monde. Et comme vous pouvez bien vous l'imaginer, la visite de Macky Sall au Vatican fait le bonheur des fidèles chrétiens sénégalais. À leurs yeux, la rencontre entre le chef de l'État et le souverain pontife contribue à raffermir les liens entre musulmans et chrétiens. Des fidèles chrétiens que nos reporters ont rencontrés devant la cathédrale de Dakar. Ndembo Sessi et Boussissé. L'audience du président Macky Sall avec le pape François, une fierté pour les fidèles chrétiens sénégalais. Trouvé à la cathédrale de Dakar, Marcel pense qu'avec cette rencontre, d'autres liens peuvent être tissés. Le pape, bon, il est le chef de la religion catholique, mais il est aussi chef d'État. Parce qu'il ne faut pas qu'on oublie que le Vatican est un État. Bon. Et en plus de ça, la religion catholique est très bien représentée au Sénégal. Et ce qui est formidable, c'est que tout le monde sait qu'au Sénégal, il n'y a jamais eu de problème entre les religions. Comme tous les matins, Simone vient faire sa prière.
Elle se réjouit aussi de cette nouvelle. C'est une excellente chose, ce qui prouve que le Sénégal est un pays laïque, d'accord, et que nous vivons vraiment une grande ouverture culturelle et aussi au point de vue de religion. Je suis vraiment très contente parce que le Sénégal quand même est un pays où les musulmans et les chrétiens vivent ensemble depuis très longtemps. Cet homme embouche la même trompette. Les relations entre musulmans et chrétiens au Sénégal sont naturelles. Quel que soit Alpha, nous avons tous le même Dieu. Voilà, nous croyons tous. Voilà pourquoi d'ailleurs j'aime bien la devise du Sénégal qui dit un peuple, un but et une foi. Une foi, là c'est seule foi en Dieu. Maintenant, moi, j'ai une façon de prier ce Dieu-là. Le musulman, il a une autre façon de prier ce Dieu-là. Mais quel que soit Alpha, il ne faut pas que cela nous divise. Parce qu'avant tout, quand même, on est d'abord au Sénégal. Et le Sénégal, là, c'est pour moi, c'est pour vous, et c'est pour tous les autres musulmans et chrétiens. Le président Macky Sall au Vatican. Les fidèles chrétiens satisfaits de la nouvelle espèrent que les relations interreligieuses seront renforcées. Nous parlons santé à présent. Sarah, le Sénégal bien outillé pour faire face à la menace Ebola, une assurance des autorités sanitaires. Et c'était lors d'un atelier qui entre dans le cadre de la préparation du 15e sommet de la francophonie, atelier au cours duquel les autorités ont toutefois appelé à la vigilance. Les ministres de la Santé, du Tourisme mais aussi de la Culture ont pris part à la rencontre. Aminata Mbaresso, Mohamed Dia. Le Sénégal poursuit sa riposte face au virus Ebola. Cet atelier à l'endroit des chargés de communication dans différents départements ministériels entre dans ce cadre. Le fait d'avoir les chargés de communication qui ont déjà participé à l'élaboration des plans d'action de leur département, cela nous permettra donc de réviser ces plans d'action et d'être beaucoup plus efficaces. Mais aussi cela nous permet aussi de compléter ce que nous faisons de fort belle manière avec les responsables des organes de presse que nous voulons remercier au passage pour leur appui précieux dans le cadre de la transmission de l'information, mais surtout dans le cadre de la transmission des messages qui permettent aux populations d'avoir un comportement responsable, un comportement qui nous permet en tout cas de faire face à cette épidémie à virus Ebola. La sensibilisation au virus Ebola nécessite l'implication de différents secteurs. Et nous sommes en train de déployer une stratégie véritablement, j'allais dire, francophonie, pour aller à la rencontre du monde et des tours opérateurs pour leur dire véritablement que le Sénégal est un pays sécure, que les marchés peuvent y venir en toute sécurité. Nous avons des fiches, nous avons des caméras, en plus des thermoflash. Nous avons également un personnel qui est dédié donc à la surveillance épidémiologique. Et je pense que pour le moment, on n'a pas de problème particulier et nous entendons donc continuer sur cette lancée. Depuis le 14 novembre, le Sénégal arrive vers ses frontières maritimes et aériennes avec les pays touchés par l'épidémie. Une recommandation de la CEDEAO. Toutefois, la prudence est de mise pour stopper l'épidémie. Et comme vous le savez, le Mali est touché par le virus Ebola. Notre pays n'a toutefois pas encore décidé à fermer ses frontières avec ce pays frère. Pour le directeur général de la Santé, la décision de fermer ou pas les frontières doit faire l'objet d'une concertation. Mais Sarah, le Sénégal se limite pour le moment à renforcer ses dispositions préventives au niveau des villes limitrophes telles que Tambacounda. Je propose de suivre les explications du docteur Amadou Diak au micro d'Aminata Mbaresso. La fermeture des frontières, l'ouverture des frontières, c'est lié à l'appréciation de la situation, d'une part. D'autre part aussi, c'est vrai que c'est intimement lié aussi aux décisions des États qui se réunissent pour pouvoir réfléchir et évaluer la situation. Mais pour ce qui concerne le Sénégal, les fermetures, les frontières terrestres sont encore fermées par rapport aux pays fortement concernés par l'épidémie. Vous avez parlé du Mali. Le Mali n'a pas beaucoup de cas. Donc ce qu'il y a lieu de faire, et c'est ce que nous sommes en train de faire, c'est de renforcer le dispositif au niveau de la frontière, au niveau donc de la région de Tambacounda, notamment à Kidira. C'est cela que nous sommes en train de faire depuis plusieurs semaines maintenant, en tout cas depuis qu'on a été au courant de la survenue de cas au Mali, nous avons encore renforcé le dispositif. Et maintenant, au niveau du port et de l'aéroport également, ce dispositif est davantage renforcé. Journée mondiale de l'épilepsie célébrée ce 17 novembre. Sarah, TFM donne la parole à un tradipraticien. Serigne Modougueye, c'est son nom. Il affiche optimisme lorsqu'il parle de cette maladie neurologique et il déclare que cela peut être traité par la médecine traditionnelle. Salimata Aoussek et Ibou Sissé.
L'épilepsie reste toujours inconnue des Sénégalais. Après moult recherches de spécialistes, les tradipraticiens mettent la main à la pâte. Crise l'épilepsie. Il y a plusieurs façons de crise d'épilepsie. D'abord, il y a celle qu'on appelle Mbelfeden en Wolof. Tu peux l'avoir après un accident, après une chute, etc. Mais comment se manifeste-t-elle? Le malade peut uriner là où il est, il peut se mordre la langue sans s'en rendre compte. Les Occidentaux n'ont pas trouvé de remède, selon Serigne Modougueil, mais il y a des chances avec la médecine traditionnelle. Les Occidentaux ont du mal à s'en sortir, mais avec les tradipraticiens, la maladie peut être bien guérie. Mais pas tous, je précise. Attention, il y a des aliments à éviter pour les malades. Il est formellement interdit aux malades d'épileptique de manger de la volaille, des œufs. Ils doivent aussi éviter de se brûler. Ce 17 novembre est célébrée la journée mondiale de l'épilepsie, une occasion de mieux connaître cette maladie, mais aussi de chercher des issues pour de probables chances de guérison. Nous parlons de toute autre chose. L'accès des jeunes filles à l'école, une réalité à Louga. Dans les établissements, on constate que l'effectif des filles, Sarah, dépasse largement celui des garçons. Tout à fait cher, mais le seul hic, leur maintien à l'école. Pour y parvenir, le projet d'amélioration de la qualité et de l'équité a été instauré. Un projet qui a d'ailleurs fait l'objet d'une table ronde. Tchernofal. Le pari de l'accès des filles à l'éducation est largement gagné à Louga grâce aux importants résultats donnés par le PDF. Mais aujourd'hui, le véritable problème reste le maintien, car un abandon massif des filles a été constaté surtout à partir du cycle moyen. Naturellement, il y a une kyrielle d'obstacles, dont les mariages précoces, dont la transhumance, dont les représentations sexistes peu favorables, dont l'insécurité, parce que vous savez, il y a une insécurité particulière propre aux femmes. Dans le cadre du projet d'amélioration de la qualité dans l'éducation de base, des contenus ont été réservés pour la scolarisation des filles. De manière que dans toutes les activités, adossées au paquet, adossées au paquet, adossées aux palmes, adossées à la gestion des ressources humaines, adossées aux stratégies de développement de la qualité des enseignants apprentissages, il y a toujours une dimension genre. Dans le cadre de ce projet, le ministère de l'Éducation nationale a organisé à Louga un atelier de lancement du processus de signature et de mise en œuvre des contrats de performance. L'objectif, c'est de faire en sorte que chaque enseignant, chaque parent d'élève, chaque partenaire local, chaque autorité administrative, les collectivités locales puissent enfin se dire le paquet est là. Et que nous comprenons ce qu'il y a dans le paquet et nous comprenons notre rôle et nos responsabilités. Cette rencontre qui coïncide avec la Journée nationale de l'éducation des filles a réuni une équipe de la direction de la planification et de la réforme de l'éducation, les autorités administratives, académiques et locales, mais également l'ensemble des acteurs de l'éducation. La 7e édition du Gorée Diaspora Festival, elle va se tenir du 28 au 30 novembre 2014. Une édition qui coïncide cette année avec le sommet de la francophonie. Les organisateurs comptent jouer leur partition. Bintouloum Adamagueya. 7e édition du Gorée Diaspora Festival, une édition qui sûrement verra sa popularité baisser par rapport aux autres. La maladie Ebola en est la raison. Il avait été prévu de célébrer ici le 20e anniversaire du projet de la route de l'esclave, mais malheureusement, avec l'explosion de la maladie Ebola et les conséquences qui s'en ont suivies, on est revenu à un format plus réduit. Et bien entendu, dans ces cas-là aussi, nos invités habituels qui venaient d'Europe, des Antilles et d'autres pays de la diaspora ont dû décliner sur des consignes certainement de leurs autorités. Un programme alléchant attend visiteurs et mélomanes, des conférences, vernissages, ateliers, mais surtout de l'animation musicale vont marquer le festival. Le dévoilement de plaques dans certains grands établissements scolaires de l'époque coloniale qui ont formé beaucoup de premiers cadres africains. L'événement majeur pour nous concernera la grande rencontre qui se tiendra le samedi matin avec 400 jeunes qui seront réunis de Gorée, de Dakar, du Sénégal, mais aussi de l'étranger, pour débattre des enjeux
du développement dans l'espace francophone. Gorée Diaspora Festival accompagnera cette année le 15e sommet de la francophonie. Cette édition du Gorée Diaspora Festival 2014, donc la 7e du genre, est donc dédiée à un événement qui se passe chez nous, qui se trouve être le sommet de la francophonie, puisque nous avons eu l'opportunité d'être labellisés. L'édition de cette année va rendre hommage aux anciens chefs d'État du Sénégal, Senghor et Abdou Diouf. Les pays invités d'honneur seront la France et le Bénin. Les organisateurs souhaitent une visite des chefs d'État qui vont assister au sommet de la francophonie. Une bonne nouvelle qui va sans doute réjouir ses nombreuses fans. Marema Fall est désignée lauréate du prix Découverte RFI 2014. Le jury a sélectionné l'artiste sénégalaise parmi 10 finalistes et la chanteuse dédie ce trophée à sa famille et à ses fans. Je vous propose de l'écouter au micro de Bintouloum. J'étais en train de manger et soudain mon téléphone a sonné de France et c'est comme ça qu'on me l'a dit et j'ai été très émue. J'ai présenté une musique en même temps internationale et africaine, traditionnelle, qui s'appelle Femme d'affaires. Donc je pense qu'avec cette musique j'ai pu faire la différence avec les votes et avec les fans qui m'ont supporté et qui ont voté pour moi. Il y a beaucoup de choses qui m'attendent. Le chemin est encore long. À tous les Sénégalais, à vous, à ma mère, aux fans, aux structures de management avec lesquelles je bosse, je le dédie à tout le Sénégal. Femme d'affaires, là, you do. Toutes nos félicitations à Marema Fall. Nous parlons à présent de la visite de Youssou Ndour à la Sedima. Sur place, le ministre conseiller s'est réjoui de l'esprit d'entreprise et de l'investissement consenti par le directeur général de la Sedima. Youssou Ndour invite les Sénégalais à investir davantage dans le pays pour un Sénégal émergent. Il appelle l'État à appuyer ce modèle de développement. Plus de détails avec Daniel Diouf et Mbaké. Une visite qui a permis au ministre conseiller spécial du président de la République de mesurer l'implication du groupe Sedima dans le développement économique du Sénégal. Un modèle d'engagement pour une Afrique émergente. Bravo, je suis impressionné par ce que j'ai vu. L'organisation, la méthode, l'investissement, la vision. Vraiment, je crois que l'Afrique tout entière devrait voir cela. Voir qu'il y a des fils d'Afrique qui s'engagent et qui pouvait ne pas s'engager, qui ne connaît pas Congon, c'est un travailleur. Le ministre conseiller spécial du président de la République, conscient de l'esprit d'entreprise qui gagne de plus en plus les Sénégalais. Je vois que les Sénégalais s'engagent de plus en plus dans l'économie, dans l'industrie. Ça, c'est une bonne chose. Youssou Ndour invite par ailleurs l'État du Sénégal à appuyer ce modèle d'entrepreneuriat, gage d'un envol économique. Je pense que c'est comme un train. Pour que le train marche, les deux rails doivent fonctionner. L'État doit jouer son rôle. Et nous veillerons à ce que l'État joue son rôle au vrai sens du mot pour encourager les Sénégalais. Aujourd'hui, un exemple patent est là. Je veillerai personnellement à encourager les Sénégalais dans l'industrie, dans l'économie au vrai sens du mot. Pour rappel, le groupe Sedima s'active dans le secteur avicole, dans l'agrobusiness, entre autres. Depuis 2014, l'établissement œuvre dans la production de farine de blé tendre. Sur l'international, à Côte d'Ivoire, des éléments de certaines unités militaires appartenant aux ex-FDS, forces de défense et de sécurité, sont descendus dans les rues de plusieurs grandes villes de la Côte d'Ivoire. Le mouvement est parti de Bouaké avant de gagner Korogo, Douala et Abidjan. Les militaires réclament plus de rémunération et le paiement de leur avancement accordé en 2007. Dans une déclaration, le ministre de la Défense, Paul Kofi, a promis le paiement des arriérés de salaire des 476 ex-FDS en fin novembre et fin décembre, mais aussi les frais de déplacement des militaires en plus d'une meilleure couverture sanitaire.
Alors, avant le dossier du jour, Sarah, donc le rappel de cette information, la manifestation du Parti démocratique sénégalais, donc une manifestation prévue ce 21 novembre, a été autorisée suite à une rencontre avec le préfet de Dakar. À présent, le dossier du jour qui porte sur l'Agence nationale pour l'emploi des jeunes. La question qui se pose, Sarah, sera-t-elle à l'abri des pratiques politiciennes? Et une question légitime au regard de la défunte FNPJ. Pour éviter le même scénario, les responsables se prononcent sur la répartition du fonds. C'est donc le dossier économie du jour. Il est signé Fatou Bintou Conté et Alioune Diagne. Pour favoriser l'auto-emploi et permettre aux jeunes de migrer du statut de demandeur d'emploi à celui de créateur, l'ANPEJ, l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes, a mis sur place un fonds important. Pour laquelle nous avons, en rapport avec les institutions financières de la place et notamment le Crédit Mutuel du Sénégal, mis en place un fonds de financement. Je dois dire que c'est un fonds qui débute avec une mise de 1 milliard. Avec une levée de certains nombres de contraintes telles que la garantie imposée par les banques. Et dans le cadre de ce fonds, nous avons fait de sorte que ce ne soit plus une contrainte. Avant, les banques demandaient une mobilisation de 10 à 20% de l'apport personnel avant l'instruction du dossier. Nous, on s'est dit que cet apport personnel sera mobilisé au fur et à mesure du développement des activités du promoteur. Avec ces fonds, le remboursement est souvent source de problèmes et l'argent finit par se volatiliser dans la nature. Le DG de l'ANPEJ rassure que cette fois, le compte sera bon. Nous gérons de l'argent public qui exige quand même une bonne gestion parce que qui va avec une réduction des comptes. Je pense qu'à ce niveau-là, il faudrait que les ressources de l'État soient préservées par un système qui permettrait quand même de bien verrouiller les procédures. Ces agences, le plus souvent, sont politisées, une situation qu'a toujours décriée la jeunesse sénégalaise. C'était pas mal de jeunes. Quand on lançait certaines agences, comme le fonds de FNPJ, l'ANES, les jeunes avaient espoir. Les gens pensaient que ça allait régler le problème. Mais au final, ça n'a rien donné. Actuellement, même quand le gouvernement aujourd'hui prend une telle initiative de créer une seule agence actuellement, même les jeunes vont douter de ça. Ils vont penser que ça va se répéter. Quant à la politisation de ce type d'agence, comme ce fut le cas du fonds FNPJ ou de l'ANES, ce qui nous intéresse, c'est une bonne cible. Ce qui nous intéresse, c'est une bonne conscience à gérer efficacement les ressources de l'État qui sont mises à la disposition. Des agences pour aider les jeunes à trouver de l'emploi, l'État en crée. Avec une seule agence, cette fois-ci mise en place, l'espoir est permis. Le Sénégal affronte le Botswana ce mercredi pour les besoins de la dernière journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Ce sera au stade Léopold Sédar Senghor. Si les Lions ont déjà atteint l'objectif de la qualification, Alger reste pour être partagé entre la volonté de tourner son effectif et l'envie de poursuivre la marche en avant de son équipe. C'est un sujet signé Abdulaziz Khan et Tierno Laurent Mendy. Sénégal-Botswana, un match sans pression ni enjeu, pas exactement, car les Lions peuvent encore viser la première place du groupe pour espérer un meilleur tirage et garder la dynamique victorieuse dans cette période pré-CAN. Nous ne sommes pas à la tête de notre groupe. Et je crois que dans ces genres de compétition, le fait d'être premier est très très important parce que ça permet quand même d'espérer un tirage assez allégé. Ça c'est un. En deuxième lieu aussi, je crois que une compétition, c'est une compétition. Je crois qu'il faut, si on a la possibilité de gagner, il faut gagner. Ne serait-ce que pour le moral et pour la suite de la compétition. Sauf que ce match est aussi l'occasion pour Alain Giresse d'utiliser enfin ses remplaçants, d'évaluer le niveau de ses joueurs qui sont souvent dans le groupe sans bénéficier de temps de jeu. Ça peut être aussi une revue de troupe par rapport aux remplaçants, parce que vous savez, dans une équipe, il y a toujours des titulaires, il y a toujours aussi des remplaçants. Moi, je crois que c'est l'occasion aussi pour l'entraîneur de tourner un tout petit peu son effectif, pour voir certains qui étaient sur le banc et qui sont appelés un jour peut-être à rentrer dans le terrain. Toujours est-il qu'il faut le jouer et le gagner. Après l'objectif de la qualification, Alain Giresse doit désormais jouer au gestionnaire entre garder cet état d'esprit compétiteur, mais aussi impliquer tout un groupe. C'est vrai que ce but-là, avant les
Et nous restons dans les stades justement pour lutter contre les violences dans les stades. La convention des supporters de la Ligue professionnelle de football a initié un tournoi de l'amitié au stade Caroline Faye de Mbour. Le thème de cette 25e édition porte sur la sensibilisation de la lutte contre Ebola et une participation massive au prochain sommet de la francophonie. Compte rendu Mamadou Ndiaye à Babacar Camara. C'est un tournoi de 8 équipes de la Ligue 1 initié par la convention des supporters de la Ligue professionnelle de football. Son objectif est de raffermir les liens entre eux et réduire la violence dans les stades. Nous travaillons pour unir tous les supporters de la Ligue 1 et faire de telle sorte que la violence soit complètement éradiquée des stades. C'est dans cette optique qu'on a organisé ce tournoi afin d'affermir les liens entre tous les supporters. Du tournoi de l'amitié. 8 équipes ont participé à ce tournoi. Les 3 équipes de Mbour, 4 équipes de Dakar et puis la Linguère de Saint-Louis. Pour cette deuxième édition organisée à Mbour, la Convention a insisté sur la sensibilisation de la propagation du virus Ebola qui sévit en Afrique de l'Ouest. La mobilisation du monde du sport pour la lutte contre le virus, contre la fièvre hémorragique à virus Ebola. Nous comptons interpeller le monde du sport. Parce que je pense que partout on sent une mobilisation, mais dans les stades on ne le sent pas. Les stades c'est des lieux de rassemblement public. Il est même arrivé actuellement que dans nos cérémonies traditionnelles, dans les baptêmes et les mariages, les gens prennent des précautions pour vraiment faire des mesures de prévention. Mais dans les stades, on ne se rend pas compte de ça et que c'est des lieux de rassemblement public. Donc nous nous sommes dit que c'est le moment d'interpeller le monde du sport pour que toutes les dispositions qui sont prises dans les sociétés, dans les entreprises, dans nos familles et dans nos fêtes quotidiennes, que ces dispositions-là soient prises aussi dans les stades. Un tournoi qui permet une mise à jambe des équipes participantes avec le démarrage du championnat prévu le 29 novembre prochain. Et puis le tournoi de l'UEMOA 2014 qui devrait se tenir au Togo a été annulé. Donc le gouvernement du Togo et l'Union économique monétaire ouest-africaine ont décidé d'annuler l'édition 2014 pour cause d'Ebola. Le Sénégal devait y prendre part avec l'équipe junior dirigée par Joseph Koto. Voilà donc, c'est fini pour ce 20h. Merci Sarah. Merci beaucoup, cher Tidiane. Le prochain rendez-vous pour l'information, ce sera à 0h avec le tout en images. Mais avant, vous aurez rendez-vous avec Saner et sa bande dans l'émission Ngonal. L'invité du jour, le doyen Abdoulaye Diaw. Au revoir.